Leader at ESCP, bienvenue, nouveau rendez-vous, deuxième rendez-vous avec les leaders et la communauté ESCP, une initiative du directeur général de ESCP Business School qui est à mes côtés, Léon Lelouza, que je salue. Bonjour Léon. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Le principe, vous le savez, un invité ou une invitée prestigieuse, qui se confie en toute proximité pendant 60 minutes avec l'intervention d'un professeur de notre école et non des moindres, Isabelle Benex, que je salue également. Merci Frédéric. Et le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, Stéphane Fratacci. Bonjour Stéphane, merci d'être là. Femme d'entreprise et de conviction, grand manager, elle a évolué avec les plus hautes responsabilités dans de nombreux groupes, et en particulier dans les médias. Je veux parler de Canal+, où elle a été directrice générale, ou d'Endemol, un groupe évidemment mythique, administratrice de société, présidente du comité stratégique de l'Institut Ipsos. Elle a fondé la Shower Company, on pourra y revenir d'ailleurs, et elle dirige aujourd'hui, elle est la présidente de Croissance Plus, qui réunit des entrepreneurs engagés pour une performance économique qui allie aussi la responsabilité sociétale. Vous l'avez reconnue, elle est avec nous, c'est Virginie Calmels. Bonjour Virginie. Bonjour Frédéric. Merci d'être là pour ce temps d'échange autour du leadership. Je voudrais saluer aussi les étudiants qui ont été sélectionnés, parce que c'est un privilège d'assister et de participer à Leader at ESCP, qui sont avec nous. On les salue, voilà, et ils vous saluent aussi, vous qui nous suivez, et puis nos invités ici en plateau. Et on sélectionnera des questions que vous avez à poser à notre invité tout à l'heure. Je vais commencer tout de suite avec Isabelle Benex pour un décryptage sur le leadership au féminin. C'est tout de suite. Isabelle, merci d'être avec nous, professeure en droit privé, directrice scientifique du Master Média, de ce MSC Média, auquel j'ai l'honneur de participer, de contribuer. Vous avez signé de nombreuses tribunes dans Le Monde, dans Stratégie, sur la corporate governance, la RSE, le numérique et le SCP Business School. Je parle sous contrôle de Léon Lelouza et de Stéphane Fratacci, est fier de vous avoir dans son corps professoral. Alors vous aidez les étudiants et les étudiantes à décrypter les arcanes du droit, et puis vous le faites avec malice, hein, donc ça nous plaît bien. J'essaye. Et c'est en tout cas un plaisir d'enseigner à vos côtés. La parité, elle fait partie des enjeux quand on parle de leadership. On peut dire que les lignes ont bougé, même si... Oui, on peut dire que les lignes ont bougé, même s'il reste beaucoup à faire, hélas. Alors effectivement, l'idée des quotas de femmes dans les conseils d'administration ou dans les COMEX était assez ancienne. Elle datait en fait de 2006, mais il y a eu une censure du Conseil constitutionnel. Il a fallu modifier un article qui traitait de l'égalité, donc de tous devant la loi. Et par la suite, on a pu procéder donc à ces modifications, à l'instauration de ces quotas. Alors, à titre personnel, je n'y étais pas favorable à l'origine. Je pensais que la méritocratie ferait tout, mais force est de constater que c'est vraiment quelque chose qui sert d'exemple pour les jeunes générations et qu'on a réellement besoin de ces nouveaux modèles. Donc, je me rallie depuis maintenant fort longtemps, 2011, donc avec la loi Copé-Zimmermann, à l'instauration de ces quotas. Donc, c'est la première loi en 2011 qui prévoit donc un nombre minimum de femmes administrateurs, 40%. Et à défaut, des sanctions sont prises, notamment la nullité donc, des délibérations en 2017. Et puis également en 2019, vous allez avoir éventuellement la suspension de ce qu'on en appelait anciennement les jetons de présence, la rémunération des administrateurs, si la composition n'est pas idoine, si la parité, enfin 40% en tout cas de femmes, ça n'est pas respecté. Alors il y a aussi une directive européenne et puis la loi Rixin, Isabelle. Oui, alors la directive européenne, on avait anticipé dessus en 2016 et cette directive donc de 2022, Women on Board, a été transposée par une ordonnance en 2024 et 2025. Alors elle vient modifier les quotas dont je viens de vous parler, à savoir on va avoir par la suite donc 33% de femmes administrateurs non exécutifs ou alors il y a une option, 40% de femmes, tout type d'administrateurs confondus, exécutifs et non exécutifs. Et ça c'est pour demain, c'est pour le 1er juillet 2026. Alors, on a un chiffre, 28%, qui concerne la France, qui est un chiffre important, Isabelle. Voilà, 28% de femmes dirigeantes à l'heure actuelle, c'est bien, mais on peut sans doute mieux faire. Et dans cette optique, c'est la loi Rixin 2021 qui a instauré également des quotas de femmes dans les COMEX et les CODIR. Donc les COMEX et les CODIR sont en fait des instances juridiques qui ont été créées par la pratique.
donc véritablement sans existence légale, mais qui se retrouvent désormais impactés par ces quotas dans le Code du travail, avec l'obligation d'avoir 30% de femmes au sein des COMEX Ecodia pour le 1er mars 2026 et 40% pour le 1er mars 2029. Alors, il y a des réelles avancées. Voilà, de réelles avancées. La PDG du Bureau Veritas, Hinda Garbi, Catherine MacGregor, la directrice générale d'Engie. Il y a aussi Estelle Brachlianoff, la directrice générale de Veolia. Christelle Hedman, directrice générale d'Orange. Et puis, le CAC 40 compte 2 présidentes de conseil d'administration. Totalement. Alors, il faut savoir qu'au niveau des femmes PDG et DG, il y a une option possible depuis 2000 entre le poste de président-directeur général et le poste de directrice générale. Pour les sociétés du CAC 40 qui sont concernées par les lois dont on vient de parler, il y a des seuils effectivement. 4, c'est relativement modeste, hélas. Et puis 2 présidents du conseil d'administration. Ouais. On est néanmoins premier en France au niveau de l'OCDE. On a des chiffres quand même extrêmement intéressants, mais il faut effectivement améliorer ce qui se fait à l'heure actuelle. Notamment parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a véritablement cette idée d'instaurer des nouveaux modèles, de montrer que le monde change et que les jeunes femmes dans nos écoles se sentent concernées et véritablement des nouveaux mentors. Puis à défaut, la France se prive de nouveaux talents et c'est bien dommage. Voilà, donc message passé aux étudiants et surtout aux étudiantes. Et puis je voudrais saluer Barbara Dalibard, qui est présidente du conseil d'administration de Michelin et qui est une amie. Merci beaucoup Isabelle pour ce décryptage très fin. La lutte contre l'entre-soi, les préjugés du genre aussi, c'est un vrai sujet. Hein. C'est un vrai sujet parce qu'il faut véritablement que les hommes ne se sentent pas du tout en concurrence avec des femmes d'une manière déloyale. Ouais. Il s'agit de reconnaître l'existence d'un mérite féminin et de leur permettre d'accéder à des fonctions plus hautes. Alors, il y a un problème effectivement de cercle assez fermé, mais il y a de plus en plus de cercles féminins qui se sont ouverts. Mais il faut véritablement que les femmes également n'aient plus honte de faire carrière. Le mot n'a rien du tout, ce n'est pas du tout un grand mot d'être carriériste à l'heure actuelle. Voilà. Merci beaucoup. Merci Isabelle Benex pour ce décryptage. L'analyse de Stéphane Fratacci tout de suite. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, dont ESCP Business School est une des écoles du pôle éducatif. Réaction par rapport à ce que vient de dire Isabelle et j'allais dire la CCI Paris-Île-de-France et aux avant-postes sur ces sujets-là. Hein. Alors, merci Frédéric de m'inviter pour cette deuxième édition. La Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, elle a 3 missions. Elle a une mission autour des entreprises, petites, moyennes et un peu plus grandes en Île-de-France. Elle a une mission d'éducation, ce qui nous rassemble avec Léon, Isabelle et Frédéric. Et puis elle a une mission d'attractivité autour notamment de l'économie des congrès et salons, puisque nous sommes opérateurs des congrès et salons en Île-de-France. Et j'ai envie de dire qu'à travers ça, la Chambre de commerce Paris-Île-de-France, elle se retrouve dans les propos d'Isabelle. Nous, notre mission et notre ambition précisément sur ces questions de parité, on l'illustre dans notre organisation. On parlait de COMEX. Aujourd'hui, le COMEX du groupe CCI Paris-Île-de-France, il est absolument paritaire. Il était même un peu moins jusqu'à quelques temps. On avait plus de femmes collègues que d'hommes collègues dans ce COMEX. Les ajustements de l'organisation, les allers et le retour qui font que l'évolution est ainsi. Et on a une vraie variété de responsabilités. On n'est pas dans la représentation un peu stéréotypée des fonctions féminines et des fonctions masculines. Ensuite, on le fait aussi à travers notre ambition vers les entreprises, avec des programmes autour de l'entrepreneuriat au féminin, des programmes locaux, des programmes qui appuient les initiatives de création et les entrepreneurs au féminin, ce qui nous paraît aussi déterminant. Et pour leur donner cette envie, cette confiance dans un environnement où parfois l'entre-soi domine. Et c'est pour nous un identifiant fort de nos actions entrepreneuriales. Et puis évidemment, Léon parlera plus que moi à travers nos écoles, où on retrouve les 2 problématiques. Avoir dans les conseils d'administration des écoles, évidemment, le respect de la loi Copé-Zimmermann, pas simplement. Et puis aussi, évidemment, transmettre à nos étudiants, en formation initiale comme tout au long de la vie, les principes, les valeurs et les bonnes identités, les bons réflexes qui font qu'on avance. Pas simplement dans une parité, mais tout simplement dans la conviction. On dit souvent, en étant seul, on va plus loin, on va plus vite, pardon. En étant plusieurs, ensemble, on va plus loin. Et je pense qu'en s'appuyant sur les différences, sur les forces de chacune et de chacun,
on va même mieux et on va plus fort. Et je crois que c'est vraiment ce motto qui doit nous animer dans chacun de nos segments, dans chacune de nos actions. Une autre question, Stéphane. Virginie a évolué à la fois dans le public, dans le privé. Vous avez exercé les fonctions au plus haut niveau de l'État. Quelle différence on pourrait faire entre le leadership dans le public et dans le privé ? Moi, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de points qui, aujourd'hui, doivent se retrouver dans le leadership, j'allais dire managérial, dans les initiatives. Mais il y a des différences peut-être dans le rapport à la fois à la complexité et le rapport aux groupes et aux équipes qu'on anime. Je pense que dans le public, je le sens aussi à travers un groupe comme le groupe CCI Paris-Île-de-France, il y a souvent un point commun chez nos collaboratrices et nos collaborateurs sur la mission, sur le sens, sur les valeurs, qui est à la fois une attente et quelque chose qui peut être en partage. Ils ne sont pas venus par hasard, quoi. Ils ne sont pas venus par hasard, ils nous le disent. Moi, chaque fois que je les rencontre, ils me disent souvent, même ceux qui sont venus du privé me disent je suis venu parce que j'avais envie de faire autre chose, dans un cadre différent et avec une envie de transmission, de partage différente. Donc cette question du sens est fondamentale. Et donc pour les leaders, elle est assez essentielle. Ce n'est pas simplement le cap, la vision, mais c'est aussi le partage d'une conviction autour de ce qui fait le cadre, le sens et l'objet de la mission qu'on partage. Il y a du régalien dans tout ça. Comment on fait pour... Il y a aussi du régalien, c'est là qu'on peut trouver des différences. C'est, je crois, dans des fonctions d'autorité où le leadership s'exprime autrement, dans les armées, dans la sécurité. On attend du leader qu'il soit aussi, d'une certaine manière, ou de la leader, une incarnation d'une forme d'autorité, je ne dis pas d'assurance, mais de force partagée. Oui, c'est représentation de la force. Une représentation, une incarnation. De la puissance publique. Et d'un autre côté, je parlais de complexité. La complexité de l'action du manager, du leader dans le monde public participe d'un nombre de règles assez nombreux, assez forts, assez parfois étouffants, que rencontrent d'ailleurs les entreprises qu'on accompagne aujourd'hui dans leur action. Et peut-être des modes d'exercice du leadership qui doivent tenir compte de ces marges de manœuvre et peut-être d'une autre manière de forme. Alors, certains managers publics l'expriment de cette manière, ou certains responsables politiques, du risque qui s'attache aux conséquences de leurs décisions. Pas simplement la contestation politique, qui est extrêmement légitime dans une démocratie, mais aussi le risque des actions contentieuses, le risque pénal qui peut exister, et dont il ne faut pas qu'il soit inhibiteur dans l'exercice du leadership. Donc c'est un leadership qui doit être responsable, qui doit être axé sur les missions, qui doit savoir rendre des comptes, et qui doit faire force et corps avec la complexité d'un côté et le levier formidable que peut être l'engagement et l'adhésion aux missions des équipes, des collaboratrices et des collaborateurs. Merci Monsieur le Préfet, merci Stéphane, merci Directeur Général de la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris-Île-de-France, qui est notre invité, cher Léon, récurrent dans Leader ATESCP, les 8 départements de cette belle région Île-de-France. Le grand débat entre Virginie Calmels et Léon Lelouza, c'est maintenant, mais d'abord un micro-trottoir, chère Virginie. On a demandé à des étudiantes de l'ESCP, Business School, comment le mot leadership pouvait se conjuguer au féminin. Alors, on va les regarder, on va les écouter, et puis on se retrouve juste après. Regardez. Yes, I associate it with feminine courage, not because the men aren't brave, but it is more intuitive, it's patient, it's collaborative. For me, it's more about empathy, compassion, understanding feelings of others, and facing those challenges, knowing the kind of emotional background we have, but still going for it. For sure. I think there is different phases of courage, and the feminine courage, I would say, is rooted in softness, wisdom, and empathy. So we can be as courageous as we are just by aligning ourselves with who we are and not just copy-pasting what others do just to feel as powerful as they are. We also are powerful, we are courageous, and we can promote it and share it in our softness. Be brave like a woman means that I need to have my own value and to be self-confident as a woman myself, then bring more influence to others around me.
Being brave like a woman for me means having the courage to challenge the status quo and to go over what other people expect of you. For me, being brave as a woman is showing strength that is quiet, that is persistent, and that is something rooted in resilience rather than sheer force. I agree. And I would also add that being brave as a woman means having the courage to ask for help and being able to help other women and as a group make the effort and arrive to the final result. Voilà, merci à nos étudiantes de SCP Business School pour ces témoignages. Courage au féminin, Virginie, et empathie, émotion, confiance en soi, montrer de la force, de la résistance. Comment est-ce que vous définiriez le leadership ? Je pense que le leadership, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, je pense que ça s'incarne. J'ai beaucoup aimé dans ce micro-trottoir les notions de courage, parce que je crois que c'est clé. Courage et empathie, c'est-à-dire cette dualité. J'ajouterai compétence, je pense que c'est indispensable, c'est-à-dire que pour obtenir, je dirais, l'estime et surtout pour embarquer, parce que le leadership, c'est quand même ça, c'est d'embarquer des équipes, c'est d'entraîner. Il faut être soi-même, je dirais, dans une forme d'exemplarité et aussi, évidemment, une forme de compétence, hein, c'est-à-dire qu'on nous reconnaisse la capacité à. Et ça, c'est quelque chose de très féminin, c'est cette quête de légitimité, c'est-à-dire de ne pas considérer, sous prétexte qu'on a été nommé, ou qu'on a été élu d'ailleurs selon les postes, voilà, que c'est automatique. Et en fait, il y a c'est là que le travail commence en fait. Exactement, et qu'il faut prouver d'une certaine façon. Alors les femmes ont en plus, encore plus peut-être ce besoin de dire on est légitime et de démontrer. Et d'ailleurs, c'est un sujet pour toutes les jeunes étudiantes de l'ESCP qu'il ne faut pas justement qu'elles aient trop peur. Vous parliez d'avoir quelque part une ambition saine. Hein, et c'est vrai qu'il faut que ce leadership s'incarne tout en assumant bien qu'on est humain, qu'on a des faiblesses, qu'on a de l'empathie. C'est un subtil équilibre entre les deux. Exemplarité, singularité et puis légitimité, disait Virginie. Léon, réaction à ce que disait notre invitée Virginie Calmels. Alors, je suis complètement d'accord et justement pour dire qu'au sein du groupe CCI Paris-Île-de-France de l'éducation, l'ESCP a un exemple aussi. On a la parité égale au niveau des membres de notre comité exécutif. Alors, je vois Stéphane Fratacci qui acquiesce. On y veille scrupuleusement. Voilà. Alors pourquoi ? En fait, c'est qu'avant, les femmes talentueuses n'osaient pas. C'est vrai. Et elles n'osaient pas. Nous avons la chance d'avoir à l'ESCP beaucoup de femmes très talentueuses, très compétentes, mais elles n'osaient pas dire « Ah non, ça, c'est pas pour moi ». Donc je leur demandais « Non, non, ça, c'est pas bon ». Et maintenant, elles s'y plaisent et on sorte travaille... de syndrome de l'imposteur quelque part, hein, Léon, c'est ça un peu. Hein. Je ne vais pas être à la hauteur, je ne vais pas y aller, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis aussi, c'est parce que c'est peut-être par modestie et d'humilité aussi. Et je crois que maintenant, et on accompagne aussi. Et j'ajoute pour nos élèves, nous avons une chaire sur Women Finance pour dire qu'il faut que dans le secteur et dans les métiers de finance, il faut encourager les femmes à avoir des postes au plus haut niveau, hein, de haute responsabilité, effectivement. Et je crois que voilà, c'est une bonne chose. Alors, il y a une école qui a été lancée, dont tu es très fier, Léon, c'est l'école du leadership de Paris. Je voudrais saluer encore une fois les étudiants qui ont été sélectionnés, qui sont avec nous, et qui, en plus de vous qui nous regardez, sont dans un autre studio. Et parmi eux, il y a Violaine. Et Violaine fait partie justement de la promo de l'Extension School. Qu'est-ce que c'est que cette école, Léon ? En quoi elle est différente de ce qu'il y a sur le marché, j'allais dire, au niveau mondial et européen ? Alors, c'est une nouveauté, c'est une innovation unique en France. Alors, l'école du leadership de Paris, c'est en fait une école de pensée. C'est un peu un think tank, un act tank, justement, pour penser une troisième voie. Ouais. Parce que nous avons souhaité, en disant, évidemment, il y a la voie de l'Amérique du Nord, où vous avez les principales théories du management, du leadership. Et après, vous avez aussi la voie de l'Asie, sur les leaderships
avec l'harmonie, etc. Et puis nous, on a dit, mais il faut qu'il y ait une voix française et européenne, une pensée française et européenne. Donc, grâce à cela, donc, les fondateurs de cette école du leadership de Paris, c'est Jean-Pierre Raffarin, Henri Giscard d'Estaing, Philippe Houzet, Emmanuel Pérez et moi-même, pour justement lancer cette école de pensée du leadership à la française et à l'européenne. Voilà, l'Extension School, en plus. Évidemment, il y a cette école du leadership de Paris, beaucoup de nouveautés pour SCP Business School, avec ton impulsion, cher Léon. Virginie, vous veniez de la finance, lorsque vous avez été nommée directrice générale de Canal+ à 31 ans. Qu'est-ce que vous retenez? Léon disait tout à l'heure, ouais, il faut inciter les femmes à aller vers les métiers de la finance. Oui, alors moi, c'est vrai que c'était mon background. J'avais commencé comme directeur financier. Je pense que le mot-clé, c'est l'humilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on embrasse comme ça une fonction de direction, en plus, moi, j'étais quand même assez jeune, puisque j'ai été nommée directrice générale déléguée, effectivement, à 31 ans, comme Frédéric vient de le rappeler. Je crois qu'il faut vraiment être dans l'humilité, a fortiori dans un monde, à Canal+, où on disait une géomètre chez les saltimbanques. Et c'est vrai que... C'est un peu un ovni, là. Il faut, oui, mais il faut respecter les métiers, il faut respecter les compétences. Et je pense que ce qui a fonctionné, c'est que je ne me suis jamais prise pour ce que je n'étais pas. C'est-à-dire que je n'étais pas une productrice d'émissions, je n'étais pas une directrice artistique, je n'étais pas quelqu'un qui venait du monde de l'audiovisuel. J'avais plutôt passé 5 ans dans l'audit financier et certes, après, j'avais été directrice financière de Numérica puis de Canal+. Mais il y avait ce besoin, je pense, de ne pas, parce qu'on est en situation de management, de leadership, se faire croire, en tout cas, qu'on est omniscient. On a besoin d'avoir des compétences. Et gérer une équipe, c'est justement valoriser les différentes compétences, c'est valoriser les complémentarités. Et il me semble que ce qui fonctionne, c'est justement de montrer qu'on apporte autre chose, mais qu'on n'est pas là pour faire à la place d'un certain nombre de personnes qui sont extrêmement compétentes dans leur domaine. Léon, tu as coutume de dire qu'on apprend en permanence. Hein. C'est un peu cette humilité. On ne sait pas tout. On est dans son domaine de compétences, mais on apprend tous les jours. Hein. Absolument. L'humilité, c'est apprendre à apprendre et à apprendre avec les autres, justement. Et on ne peut pas tout savoir et on ne sait pas tout. Et puis, il faut apprendre la transversalité et puis écouter. Et l'humilité, c'est aussi l'erreur. Donc, savoir dire qu'on a échoué, mais ce n'est pas grave, et puis on échoue, mais on recommence. Et je crois que c'est ça aussi, l'humilité. Et je crois que c'est un mot fort. L'humilité, il y a aussi l'humanisme, donc l'écoute, la bienveillance. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur cette école du leadership, cette troisième voie où on a l'harmonie dont tu parlais, et puis en même temps, on parlait de finance avec Virginie, il faut délivrer. Hein. Oui, parce que la troisième voie, c'est quoi? En fait, c'est l'articulation entre la performance, parce qu'il faut l'efficacité, l'efficience, il faut délivrer. Donc ça, on a beaucoup de théories américaines qui parlent de ça. Et en même temps, il faut écouter, évidemment, les autres. En fait, c'est l'harmonie dans les relations, et ça, c'est l'Asie qui nous donne ça. Alors, justement, le leadership à la française, à l'européenne, c'est ce croisement. En fait, cette troisième voie, c'est le leadership harmonieux. Évidemment, ce leadership harmonieux, il s'articule aussi sur pas une opposition entre performance et bienveillance, l'écoute, relation, mais également, ce qui fait, je dirais, la particularité française, elle est aussi fondée sur la justesse, la centralité des débats. L'argumentation à travers la rhétorique est fondée sur, évidemment, la démonstration sur le bien commun. Et puis, il faut avoir le courage, tu le dis toujours aussi, de dire on s'est trompé ou je pensais quelque chose et puis ce n'est pas ce qui s'est passé. Ah oui, je crois que ça, c'est un bel exemple. Je crois que Virginie en parlait. On s'est trompé, mais c'est normal. On se trompe parce qu'on ne sait pas tout. Et puis, il faut le reconnaître qu'on s'est trompé. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui dit, voilà, on s'est trompé et j'assume. Stéphane parlait de rendre compte et rendre des comptes. Je crois que c'est un point important. Juste réagir par rapport à ce que dit Léon, je crois que disait Virginie, à la fois savoir s'entourer de gens qui sont plus compétents ou meilleurs que soi dans leur spécialité et l'accepter, parce que c'est d'eux qu'on va apprendre et dont on a besoin. Et le leader doit savoir, ou la leader doit savoir faire ça. Et ensuite, sans parler de doute,
parlait de philosophie tout à l'heure, dans toutes les actions, accepter de se poser des questions, être questionné avant et après, y compris pour évaluer les raisons pour lesquelles on s'est trompé, on l'assume et on passe à autre chose. Savoir ces remises en cause qui ne sont pas une instabilité permanente, mais qui sont une projection sur l'efficacité dont on parlait tout à l'heure, voilà, en acceptant qu'il puisse y avoir à un moment donné un échec ou une non-réussite dans le processus. Virginie, par rapport à ce qu'on dit justement, concrètement, le leadership façon Virginie Calmels, qu'est-ce que c'est? On a beaucoup parlé du top-down, on a beaucoup parlé de l'horizontalité, puis c'était entreprise libérée. Comment tu vois les choses et quelles clés tu donnerais à nos amis qui nous regardent? D'abord, je ne donne pas de leçons, loin de là. Je dirais retour d'expérience, on simplement, va dire. voilà, retour d'expérience. Je pense que c'est très bien résumé par Léon, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut un peu être entre les deux, c'est-à-dire il y a le temps de la concertation, de l'écoute, justement de personnes qui, dans leur domaine, portent des convictions, mais des compétences et qui apportent vraiment de la technique, hein, avec des propositions même pour faire avancer la décision. Mais il y a un temps, et ça je pense qu'il faut vraiment ne jamais l'oublier, le leader, c'est celui qui, in fine, décide. C'est quand même celui qui, à la fin, va trancher. Et notamment dans une entreprise, parfois, vous avez clairement des positions qui peuvent être divergentes. D'où arbitrage, en fait. Exactement, parce que évidemment, la direction financière va toujours être, par exemple, plus sur le pied sur le frein pour des investissements. Le commercial ou le marketing va vouloir, au contraire, dépenser, par exemple. Et donc, vous avez en permanence ces arbitrages qui sont du ressort du leader. Et là, il faut évidemment, enfin, de mon point de vue, un bon leader, c'est évidemment quelqu'un qui est apte à la prise de décision, donc en fait qui assume la prise de risque, hein, puisque toute décision est plus facile à critiquer que l'absence de décision. Et je pense que les organisations qui fonctionnent mal ou qui sont déceptives à un moment donné pour l'ensemble des composants de l'organisation, c'est quand il y a une inertie à la décision, quand on sent finalement que la personne qui est en situation, et tout le monde se tourne vers elle pour arbitrer, oui, il y a une espèce de flottement, finalement en fait. n'arbitre pas ou a des injonctions contradictoires. Et là, ça perturbe grandement une organisation. En fait, exactement. Parce que, là encore, retour d'expérience, vous avez des gens qui, à certains moments, ne vont pas forcément être d'accord avec une décision qui va être prise, mais à partir du moment où elle est prise, le collectif suit, et ça, c'est la loyauté, mais c'est aussi... voilà, derrière, il doit quand même appliquer des décisions qui n'ont pas forcément été à 100% la préconisation de tel ou tel. Et c'est pour ça que c'est essentiel, et il me semble qu'un bon leader, il doit être toujours sur ces deux temps, l'écoute, la concertation, ce qu'on appelle l'horizontalité. Et puis après, il y a un peu de vertical dans la décision. Il faut un peu de verticalité. Ouais. Léon, embarquer tout le monde, ça paraît important. Embarquer tout le monde. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que pour embarquer tout le monde, il faut ce temps d'échange et surtout, même après d'ailleurs la décision, un temps d'explication. Voilà, c'est pas simplement le fait du prince, c'est mûrement réfléchi. Avec donner du sens. Exactement. Et je pense que notre jeunesse a beaucoup besoin de ça. Exactement. Cette quête de sens, elle est importante et ça ne marche plus. Alors là, sur les vieilles organisations ultra verticales, ça ne fonctionne pas. Le dernier étage et puis tout descend. Léon, ça va même au-delà de la frontière de l'entreprise. Hein. Il y a une approche systémique du leadership. Hein. Oui, le leadership, vous rappelez qu'évidemment, le terme qu'on utilise en France date des années 50. C'est Octave Gélinier, le fondateur de Ségos, qui a introduit. Mais avant, dans le leadership, on parlait dans le terrain militaire, le terrain politique, de chef, de commandement, conduite des femmes et des hommes. Et après, maintenant, on parle de leadership. Mais c'est sûr que ce terme s'applique à tout. C'est-à-dire un leader n'est pas forcément celui qui est le plus haut, le président directeur général. Toute personne peut être leader, parce que le leader, c'est l'influence, c'est de comment mobiliser une force, une énergie collective pour aller dans un but commun, et je crois, ou un projet. Et je crois que c'est ça qui est important de signaler. Virginie Calmels, c'est notre invitée exceptionnelle pour ce deuxième numéro de Leader at ESCP, avec nos étudiants et nos étudiantes qui nous suivent dans le studio juste à côté, qu'on salue encore une fois, puis vous toutes et vous toutes qui nous suivez. Virginie, carrière très riche,
Et ta présence est très inspirante pour nous. Et merci encore d'avoir accepté, au nom de Léon et de toute l'équipe de SCP Business School, mon invitation. Carrière politique notable. Est-ce qu'il faut faire de la politique quand on est leader ? Je me demande s'il ne faut pas retourner la question. C'est est-ce que finalement on ne voudrait pas des leaders en politique ? Parce que le vrai sujet, et on le voit de plus en plus, c'est que malheureusement, on a l'impression qu'à certains moments, un certain nombre de personnes ont été certes élues, mais derrière, soit ne développent pas réellement la politique pour laquelle elles ont été élues, soit on a parfois l'impression qu'elles sont empêchées. Et pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas toutes les caractéristiques du leadership, ce qui se passe, et on le voit dans plein d'exemples, c'est l'administration en fait qui prend le pas sur la politique. Et c'est souvent lié, par exemple, à un problème de compétence. On a parlé tout à l'heure quand même dans le leadership, il faut de la compétence. Et bien là, notamment parce qu'en politique, parfois vous êtes nommé à des postes ministériels uniquement pour des raisons d'équilibre homme-femme, politique, etc., mais pas par la compétence. Vous avez des ministres, un célèbre, je pense par exemple à François Fillon, qui disait je m'étais préparé pendant 20 ans à exercer des fonctions, et vraiment c'était son sujet dans le domaine de la défense. J'ai été nommée aux affaires sociales. Bon, et c'est un exemple, on l'a vu, on voit des ministres qui changent de portefeuille, qui passent de l'agriculture à l'éducation, enfin des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ou du travail aux armées, par exemple, aussi. Ça, voilà, des exemples récents, mais même plus anciens. Et ça, c'est un vrai gros sujet, parce qu'on pense, et ça va à l'encontre de ce qu'on disait tout à l'heure sur le leadership, c'est que c'est comme si ces personnes étaient omniscientes. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que besoin de connaissances pour être un bon leader politique. Néanmoins, si on veut garder la maîtrise, et notamment de son action, de ses budgets, faire des arbitrages, etc., il faut quand même savoir de quoi on parle. Et je pense que c'est un des très rares domaines que j'ai, en tout cas, retour d'expérience aussi, où j'ai eu cet étonnement de voir qu'à certains moments, le critère de la compétence n'était pas du tout le critère numéro 1 pour nommer tel ou tel à tel ou tel poste. Et donc, ça peut occasionner... alors, là aussi, c'est très particulier, la politique, parce que vous avez la politique et l'administration avec deux têtes différentes qui doivent fonctionner ensemble. Normalement, c'est quand même le politique qui doit driver l'administration. Mais si ce n'est pas le cas, c'est l'administration qui prend le on relais. le voit sur beaucoup de choses. Bon, là, on est dans les débats budgétaires, mais vous voyez bien ce qu'on appelle souvent les vieilles lunes de Bercy. C'est l'administration de Bercy qui ressort des idées de taxes, des idées enfouies par le passé par certains politiques qui n'ont pas voulu les mettre en œuvre. Et l'administration remet sur le tapis un certain nombre de choses. Si le politique est fort, il est capable d'arbitrer, de dire oui ou de dire non. Si le politique est faible, pour plein de raisons, soit parce qu'il n'y a pas de majorité, soit parce qu'il n'est pas compétent, soit parce qu'il vient juste d'arriver. Il faut voir qu'il y a des valses de ministres qui font qu'il n'y a pas non plus de temps. Vous voyez, dans une entreprise, vous avez toujours un temps d'adaptation. Pour prendre ses marques, exactement. En fait. Et ça, on le retrouve aussi dans d'autres pays. Léon, par rapport à ce que dit Virginie, la politique... La politique, d'abord, c'est un terme polysémique. Ouais. Et donc, c'est vrai que, évidemment, dans les organisations, on le retrouve clairement, les jeux politiques. Et puis, le terme est ambigu. Moi, je dirais que, évidemment, la politique, c'est aussi, si on regarde au temps grec, c'est l'art de gouverner, de la conduite de la cité. Et donc, ça, effectivement, on peut prendre compte. Et Virginie parlait de l'administration. Et je ferai justement une analyse de concept, parce que, évidemment, la politique, c'est lié avec l'administration, et ça, c'est Henri Fayol qui a théorisé l'administration, c'est-à-dire le faire fonctionner avec les grandes fonctions. Et alors, après, on est passé du management, et ça a été introduit en France dans les années 50 aussi, ce concept de management. Le management, en fait, c'est une optimisation de la performance avec nos ressources pour atteindre un objectif. Et là, on arrive maintenant au leadership, c'est l'influence de la mobilisation de l'énergie collective. Et je crois que c'est là ce changement. C'est vrai que Virginie parlait de est-ce qu'il faudra passer de l'administration au niveau politique au leadership. Et c'est là, vous voyez, le curseur. Alors, moi, je dirais qu'il faut d'abord passer par le management, parce que déjà, atteindre l'objectif en optimisant nos ressources. Voilà. Donc ça, c'est une question assez intéressante.
Le leadership, on en parle avec notre invité, avec Virginie Calmez. On parlait de l'école du leadership de Paris que CP Business School vient de lancer. Parlez-nous de l'école que vous avez lancée, puis pourquoi dans votre parcours, dans ton parcours, chère Virginie, tu as eu l'idée de lancer une école aussi? Alors, Futurae, c'est une école qui est née postérieurement à mon engagement politique, justement, parce que j'avais eu donc, la chance d'avoir déjà une carrière dans les médias, diriger plutôt des grandes entreprises. Je m'étais investie en politique pendant 6 ans. Et donc, ma next step, c'était d'abord, j'avais envie d'être entrepreneur, donc de créer vraiment de zéro une activité, et que ce soit à mi-chemin entre le business et l'intérêt général. Voilà, parce que c'était vraiment ce qui m'animait. Donc, il y a 2 grands secteurs dans le domaine qui cochent ces 2 cases. La santé, je n'y connais absolument rien. L'éducation, qui est quelque chose pour moi d'essentiel. Évidemment, d'abord parce que j'avais beaucoup participé. Bon, voilà, j'intervenais. Ça fait longtemps qu'on se connaît avec Frédéric. Je suis intervenue pour le SCP plusieurs fois, dans certaines grandes écoles, etc. Et j'avais cette fibre, je dirais, spontanée à me tourner vers la transmission. Et puis, à Bordeaux, aux côtés d'Alain Juppé, quand j'étais première adjointe, j'avais monté un petit conseil des entrepreneurs. J'avais fait venir des personnes de mon entourage, de mon réseau, on va dire, comme grands témoins, et notamment Xavier Niel, puisque je suis administratrice de Free depuis 2009, donc depuis très longtemps. Et Xavier Niel m'avait fait l'amitié de venir. Et là, on avait rempli le Palais des Congrès. Et quand j'avais regardé la salle, je m'étais rendu compte qu'il y avait essentiellement des jeunes. Et je me suis dit, voilà, ce que je peux peut-être apporter dans ma nouvelle vie, parce que j'ai eu plein de vies, celle-là, d'entrepreneur, c'est aussi d'offrir un réseau, c'est de permettre de capitaliser sur ma vie passée et d'apporter une formation très tournée vers l'employabilité. Et aussi d'apporter, pour moi, c'est ça la vraie égalité des chances, c'est d'apporter un réseau, de mettre en contact des étudiants avec des CEO très connus, qui sont très inspirants. Lutter contre le chômage des jeunes aussi. Hein. Exactement. Tu dis toujours, il y a une signature qui veut tout dire, plus qu'une école, c'est un accélérateur de talent. Oui, c'est la volonté à un moment donné, mais on œuvre tous à notre manière. Moi, c'est pas une grande école, c'est une école vraiment tournée vers les technologies de demain, mais voilà, mais qui est plutôt sur un enseignement technologique, vraiment de manier les technologies de demain, la data, l'IA, etc. Et je venais des industries créatives, donc c'était aussi beaucoup inspiré des métiers de la création et comment l'IA d'ailleurs va impacter la création. Donc oui, le but, c'était aussi grâce à mon engagement politique, je n'avais pas pris conscience autant avant de ce problème majeur pour notre pays qui est le chômage des jeunes. Et un pays qui a presque 1 jeune sur 4, c'était ça au moment où j'ai créé Futurae, qui commence dans la vie au chômage, je me disais c'est pas possible, il faut vraiment que collectivement on travaille à ça. L'enseignement supérieur est vraiment une école essentielle pour permettre à nos jeunes de déboucher vers l'emploi. Et c'est comme ça qu'est né Futurae. Voilà, et c'était en 2020. On parle des jeunes, on parle de la jeunesse. Je voudrais, Léon, je vais te faire réagir, mais Virginie, les leaders jeunes, et puis il y a des leaders qui deviennent leaders un peu plus tard. Alors, est-ce qu'il faut mettre des années devant soi ou derrière soi pour devenir un bon leader ? Ce que tu disais, directrice générale de Canal+ à 31 ans. Oui, alors moi j'ai eu la chance d'avoir des responsabilités tôt. D'ailleurs, je rends hommage à ceux qui m'ont fait confiance parce que c'est ça aussi la difficulté souvent. Moi j'ai souvent dit, mon problème n'était pas tant d'être une femme, j'ai pas connu le plafond de verre, mais en revanche d'être jeune. Je me vieillissais d'ailleurs pas mal physiquement aussi parce que je trouvais que c'était quand même compliqué d'assumer des responsabilités et voire de diriger des gens beaucoup plus âgés que soi-même. Je dirais que, en fait, bien sûr qu'on a du jus quand on est jeune, qu'on a de l'ambition, qu'on a de l'envie, qu'on veut donner le meilleur de soi-même, donc on a tout à prouver, donc on se met énormément de pression. Enfin, moi, je me rappelle avoir m'être mis beaucoup de pression, oui, sans doute, mais le problème, c'est qu'on en met aussi à ces équipes, parce qu'on manque quand même de recul sur la vie.
on manque, on est un peu, je dirais pas chien fou, mais disons que voilà, c'est un subtil équilibre. D'être jeune, ça apporte énormément de choses, mais il manque quand même l'expérience de la vie. Et moi, aujourd'hui, je ne manage absolument plus du tout de la même façon. Alors, comment tu faisais à l'époque et comment tu fais maintenant? Je pense que j'avais un niveau d'exigence qui était très élevé. Une fois encore, je me l'appliquais à moi-même, mais je considérais qu'en fait, tout le monde devait avancer un peu au même rythme. Et je me rappelle à l'époque, assez jeune, quand j'étais à ce moment-là, j'étais encore directrice financière de Numéricable, mais j'avais 27-28 ans. Et mon patron de l'époque m'avait dit, vous savez, Virginie, ne râlez pas, arrêtez de râler. Si tout le monde était comme vous ne seriez pas là où vous êtes. Et en fait, c'était une fois encore, on a parlé d'humilité tout à l'heure, et c'est très important. C'est à un moment donné de comprendre qu'on n'est pas tous fait pareil, qu'on n'a pas toujours les mêmes drivers. Moi, j'avais très peu, par exemple, j'avais peu de problèmes avec la notion de risque. On croyait même, on me disait, mais t'es protégée. Je disais, mais protégée, non, pourquoi? Parce que t'as pas peur. Oui, t'es audacieuse, en fait. Bah oui, j'ai pas peur, je sais pas, ça doit venir de l'éducation de mes parents. Je me disais, qu'est-ce qui peut m'arriver? Bon, alors, je disais ce que je pensais, j'assumais ce que je faisais, j'essayais de délivrer, un mot très important qu'a dit Léon, c'est-à-dire délivrer. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont plus d'aversion au risque, par exemple. Il y en a, c'est pas parce que vous allez leur mettre la pression qu'ils vont mieux bosser. Au contraire, ça va les bloquer, ça va les... Et ça, il me semble que les années permettent d'assouplir son management, de mieux comprendre les différences, de l'adapter, de mieux comprendre l'âme humaine aussi. Bien sûr. Tout ça pour dire que moi, je crois qu'il y a un subtil équilibre entre l'énergie de la jeunesse et l'expérience qui permet d'avoir plus de recul sur justement les différents moteurs des uns et des autres qui ne sont absolument pas les mêmes. Réaction, Léon, par rapport à cette fougue, et peut-être aussi Isabelle, la fougue de la jeunesse. La fougue de la jeunesse, évidemment, c'est justement l'aversion au risque. Ce que disait Virginie, c'est l'expérience. On apprend avec le temps. Alors, je vais vous donner une expression qui m'a marqué de mon père. Justement, j'étais comme Virginie, très fougueux. Mon père me dit, mais attends, mais prends le temps. Alors, il me sortait une phrase, cette expression, il dit, j'ai mangé plus de sel que toi que du riz. Parce que vous savez, nous, on mange beaucoup de riz, comme le pain. Donc, il dit, parce qu'on ne mange pas beaucoup de sel. Donc, ça veut dire que j'ai passé beaucoup d'années en expérience. Donc, la sagesse, elle est là. Et donc, il faut respecter le temps de la sagesse, donc de l'expérience. Et je crois que ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'on apprend en marchant. Et je crois que c'est ça. Même quand on est jeune, justement, il faut continuer à apprendre tout le temps avec les autres. Et essayer de calmer le jeu. Hein. Il est urgent d'attendre, j'allais dire, c'est presque ça. Hein. Et par rapport à ton rôle de directeur général, c'est réunir les générations aussi, puisque, Virginie le disait, dans une entreprise, il y a des profils différents, il y a des attentes différentes. Ça, c'est une vraie problématique où, justement, à l'ESCP, on apprend nos élèves à travailler au niveau intergénérationnel. C'est-à-dire comment mieux, justement, travailler avec l'autre, avec une personne beaucoup plus senior, c'est ce que disait Virginie, et à contrario, c'est-à-dire comment une personne senior peut travailler avec des jeunes. Donc là, je crois que c'est ce binôme que nous, on met en place pour faire en sorte que, justement, les deux types de population puissent comprendre et mieux avancer ensemble. Isabelle, réaction par rapport à ce que disent nos invités? Je crois que l'audace, la fougue, la jeunesse, c'est fantastique, parce qu'on est véritablement persuadé que le meilleur nous attend et on va tout mettre en œuvre pour y arriver. Donc c'est vrai que ce dynamisme-là, j'adore le retrouver auprès de nos étudiants. Et que l'audace, à mon avis, est le mot-clé. Alors après, effectivement, il faut tempérer, il faut guider, il faut rappeler que rien ne se fait tout seul et qu'il y a énormément de travail, quoi qu'il en soit, et de volonté. Oui, donc peut-être pour résumer, Virginie, pas confondre exigence et intransigeance vis-à-vis des autres. Hein. Oui, je pense que c'est un bon résumé. Ouais. L'échec dans le leadership, on prend des décisions, tu le disais, il y a ce mode vertical après la concertation. Comment on gère l'échec? Est-ce qu'il faut échouer pour être un bon leader? Moi, j'en suis convaincue. On parlait de l'expérience. Dans l'expérience, il y a justement ça. C'est-à-dire qu'au départ, on a l'impression qu'on va tout réussir. Et évidemment qu'on est faillible. On peut se tromper. On peut avoir une mauvaise interprétation des choses.
parfois, le monde change aussi, donc on peut être décalé dans un timing. Je crois que voilà, il faut d'abord reconnaître ses erreurs, ça c'est fondamental, notamment par rapport, là encore, à la légitimité et à la reconnaissance de ses équipes. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui s'entête alors que tout le monde voit qu'il y a eu une erreur commise et de ne pas vouloir accepter l'humilité de reconnaître qu'il y a peut-être eu une erreur de jugement. Donc ça, je pense que c'est fondamental. Je pense qu'on apprend toujours plus de ses échecs que de ses succès. C'est un peu enfoncer des portes ouvertes que de le dire, mais c'est important. D'où, là encore, cette notion d'expérience, parce que plus on va avoir d'expérience, plus dans l'eau, il y aura des choses réussies, il y aura des choses moins réussies, et ça va nourrir, je dirais. Pour moi, c'est une forme de densité humaine, en fait. Quand Léon disait, et je suis tellement d'accord avec ça, qu'on apprend tout au long de la vie, de la même manière, on se densifie de ses expériences. Donc, on ne peut pas en vouloir à un jeune, notamment, qui débute. Ça, c'est souvent un problème, je trouve, dans le management. C'est français aussi. Oui, il y a beaucoup de gens, je trouve, dans le middle management, qui n'ont pas fait le SCP ou des grandes écoles de management, qui ne comprennent pas, au fond, qu'on ne peut pas en vouloir à des jeunes de ne pas être performants, parce qu'eux-mêmes ne le sont pas en tant que managers. Ils ne guident pas, ils n'apprennent pas, ils ne donnent pas des directives claires. Et ça, c'est un des sujets, moi, que j'ai vraiment expérimenté dans beaucoup d'organisations, c'est que le middle management, souvent, étouffe plutôt qu'il ne guide les gens qui sont en dessous. Et donc, souvent, des gens qui sont jeunes, qui ont besoin d'évoluer. Et d'être accompagnés. Et c'est la chance. Bon, moi, j'ai eu cette chance qu'on me fasse confiance très jeune et finalement, j'ai plus de patron très vite. Mais c'est très, très important. Les premières années de vie, d'expérience, c'est pour ça qu'on pousse nos étudiants à faire des stages, à faire de l'alternance, à aller se frotter au terrain. Parce qu'en fait, chaque expérience va être une source incroyable de connaissances, mais aussi de connaissances humaines. Parce que d'un leader à un autre, les choses vont être très différentes. Donc, on apprend aussi du mauvais management. On va se dire, tiens, ça, c'est ce qu'il ne faudra pas que je fasse quand moi, je serai en situation. Et comme disait Stéphane, s'entourer des meilleurs aussi ou de meilleurs que soi. Oui, mais comme le dit Virginie, ça donne je ne vais pas dire des rôles modèles, mais des bonnes références. D'être confronté jeune, dans des stages ou des premières expériences, à des leaders qui sont inspirants dans leur façon de faire. Et je trouve que ça, c'est des repères qu'on peut apprendre dans un parcours de formation, mais qu'on découvre dans la réalité de la vraie vie professionnelle. Et je crois que la multiplication des expériences, elle donne ce repère-là. Léon, cette gestion de l'échec, la façon dont on considère l'échec, on parlait de troisième voie avec l'école du leadership de Paris, avec cet esprit critique très français, qui peut être aussi un handicap. C'est-à-dire que on va stigmatiser l'échec, alors que, on parle des États-Unis par exemple, même en Asie, on va dire, allez, tu as trébuché, relève-toi et repars. Ton analyse par rapport à ça? C'est vrai que, par exemple, aux États-Unis, les échecs sont valorisés. C'est un atout. D'ailleurs, à la Silicon Valley, les investisseurs, ils regardent d'abord dans votre CV les échecs. Est-ce que vous avez fait des échecs? Parce que les échecs disent quoi? Dire que vous allez réussir. Parce que vous avez déjà connu beaucoup de résilience et donc des leçons apprises. Alors, c'est vrai qu'en France, c'est culturel, c'est historique. Pourquoi? Parce qu'on nous apprend justement la perfection, la démonstration, ne pas faire de fautes. Et donc, ne pas faire de fautes, ne pas faire d'erreurs. Donc, parfois, l'échec est vu comme une sanction sociale, parfois. Et donc, on n'aime pas trop dire. Et c'est pour ça que dans notre culture de démonstration, d'ailleurs, cartésien, triptyque, même de thèse, antithèse, synthèse, on voit cela. Et donc, on était habitué pour faire la démonstration, donc je parle de la rhétorique et aussi de la dialectique, mais également cette démonstration rigoureuse. Donc, lorsqu'on a une démonstration rigoureuse, il n'y a pas droit à l'erreur. Donc, il faut être parfait. Voilà. Et tu le disais, la réussite, c'est une sorte de voyage, en fait, et pas de destination. Une réussite, l'apprentissage reste un voyage, jamais une destination. Parce qu'on doit apprendre tout le temps. Et même ma mère, qui a 94 ans, elle a dit, il y a 2 mois, elle dit, écoute, je viens d'apprendre quelque chose que, je ne savais pas. Et maintenant, la prochaine fois, je ne ferai plus cette erreur. Voilà. J'adore parce que moi, une de mes phrases cultes, c'est Stevenson qui dit « Je préfère le voyage à la destination ».
On est dans un beau voyage. Vous nous accompagnez dans ce voyage avec nos étudiants et étudiantes qui sont en studio à côté. Et vous qui nous suivez pour cette deuxième édition de Leader at ESCP avec notre invité d'honneur. Merci encore à Virginie Calmels qui est avec nous. Avant de passer aux questions-réponses, j'en ai encore une sur le rôle des associations et des groupes de leaders. Parce que c'est vrai que c'est important de chasser en meute, comme disait Pierre Gattaz, qui a été notre premier invité, et d'avoir des groupes, un collectif. Croissance Plus, Virginie. Alors, je sais que tu as un bel engagement parce que tu es présidente de Croissance Plus. Oui, donc j'ai été élue en 1er juillet dernier, j'ai commencé mon mandat. Donc c'est une organisation patronale qui ne regroupe que des entrepreneurs. Donc à la différence du MEDEF ou d'autres très grosses organisations patronales, là ce ne sont que des entrepreneurs donc, qui ont passé ce cap de l'investissement, de la prise de risque et qui ont donc créé leur entreprise. On est particulièrement attaché chez Croissance Plus au partage de la valeur. Donc c'est voilà, une association qui regroupe que des leaders. Donc c'est jamais facile d'être président d'une association avec que des leaders. Il y a de l'ego dans les leaders. Mais en fait, c'est un bonheur pour moi parce que justement, moi qui ai connu le monde de la politique où là, il y a beaucoup d'ego. Les médias aussi, il y a beaucoup les médias aussi, c'est vrai. Mais là, en fait, il y a beaucoup de bienveillance. Et justement, il n'y a pas de compétition. En fait, on est dans... chacun est totalement, je dirais, bien dans ses baskets, en tout cas, est un leader dans son domaine, a créé son entreprise dans des secteurs extrêmement divers, dans des tailles aussi d'entreprises très, très diverses. Mais du coup, il n'y a pas cette compétition. Il y a au contraire beaucoup d'entraide. Il y a une volonté de s'accompagner. C'est aussi pour ça que les personnes choisissent d'être adhérentes à Croissance Plus. C'est parce qu'il y a beaucoup de dialogue entre les adhérents, beaucoup d'entraide, beaucoup de groupes de travail qui apportent vraiment de la compétence aussi sur des sujets très techniques. Il y a cette volonté en fait de lutter contre la solitude du dirigeant, oui, parce qu'une fois encore, quand vous êtes un leader, vous ne vous épanchez pas dans vos états d'âme sur vos subordonnés. Vous êtes une locomotive, donc globalement... Oui, donc quand il y a des doutes, c'est bien de partager avec... Parfois, il y a des doutes, et parfois, il y a des états d'âme, et parfois, il y a même des petites baisses de régime. Et c'est plutôt avec vos pairs, PAIRS, que vous allez pouvoir vraiment dialoguer, d'où l'intérêt d'une telle association. Et puis, par ailleurs, l'autre facette de Croissance Plus, c'est beaucoup d'influence, et en ce moment, on est en plein dedans, pour éviter le concours l'épine de la taxation la plus anti-business ou anti-productive qu'il soit. Voilà. Un groupe de leaders, ça résonne aux oreilles de Léon forcément avec la communauté dans 193 pays, je crois, la communauté Alumni ESCP Business School. Oui, absolument. C'est une communauté mondiale de 90 000 alumni présents dans 193 pays. Des leaders partout, dans tous les secteurs d'activité, y compris dans le politique, Jean-Pierre Raffarin, Michel Barnier, pour ne pas citer. Évidemment, c'est important. Le leader, c'est un peu aussi, c'est une grande communauté de leaders, justement, qui permettent aussi à nos étudiants d'apprendre avec cette grande communauté. Et aussi de dire, voilà, on avance ensemble. Et moi, je dis toujours avec l'acronyme, on avance de manière FAST. FAST, c'est d'abord le F de notre fondation, évidemment, qui sont dirigés par nos alumni, grands donateurs. Le A pour l'association alumni, le S, ça veut dire school, et T pour together. Donc nous avançons de manière fast, c'est-à-dire que vraiment avec cette grande communauté, pour apprendre ensemble et avançons ensemble. Voilà, on avance ensemble et le temps passe. C'est l'heure des questions-réponses, les questions et puis les réponses de nos invités. C'est maintenant. Voilà, les questions qui ont été sélectionnées parmi celles dont les sujets reviennent le plus souvent, et c'est vous qui nous les avez posées, la communauté ESCP, et puis aussi dans notre studio, juste à côté ici. On va commencer avec une question de Stéphane Fratacci, puis de Isabelle Benex, avec des réponses courtes, si tu veux bien, Virginie. Stéphane. Non, moi, j'ai écouté Virginie tout à l'heure parcourir ses expériences et ses commentaires sur son expérience politique. Et je me demandais, au regard de ce qu'elle nous restitue, de son engagement, de son énergie, ce qui lui avait donné à un moment donné l'envie de s'engager en politique, de faire de la politique, d'assumer un mandat, dans la mesure où elle venait d'ailleurs, et que
une partie du parcours politique est plutôt un parcours, je ne dis pas au long cours, mais d'engagement, dans des mandats, dans une succession de prises de responsabilité. C'était quoi le déclencheur? C'était quoi ce qui a donné l'envie? Alors, on va dire c'est un double phénomène. D'abord, j'aimais la politique depuis que j'étais enfant, c'est-à-dire que j'aimais les débats, je regardais les émissions. J'ai toujours pensé que je ferais de la politique un jour, mais beaucoup plus tard. Pour moi, c'était une activité quand je serais à la retraite. Je me disais, pourquoi pas être maire d'une toute petite commune où j'avais une maison de campagne. Enfin bon, donc je n'avais pas du tout de plan de carrière en politique et je n'avais pas décidé d'aller en politique à ce moment-là. Donc ça, il y avait un terreau, mais c'est le déclencheur, c'est Alain Juppé, parce que je suis née à Bordeaux, qui cherchait à renouveler un peu son équipe et qui m'a proposé d'être première adjointe pour les municipales de 2014. Mais là, je dirais que l'enseignement de ça, pour nos étudiants notamment, c'est que... Alors moi, je n'ai jamais eu de plan de carrière. Je n'ai jamais considéré que je voulais être DG de Canal+ à 31 ans, ou présidente d'Euro Disney, ou présidente ou PDG d'Endemol à ni ministre 37 des Finances. ans. Non plus, voilà, jamais. Ni première adjointe au maire de Bordeaux. Donc les choses dans la vie, parfois, viennent à vous. Et je pense que c'est des rencontres, c'est des opportunités. Et là, ça fait aussi partie, peut-être, je ne sais pas si c'est du leadership, mais en tout cas, il y a des personnes qui ne vont pas les saisir parce que la peur va les empêcher. Et il y en a d'autres comme moi qui sont alors à l'autre bout de la chaîne, peut-être trop, qui vont vouloir saisir l'opportunité, quitte à se mettre totalement en risque, parce que franchement, ce que j'ai fait, c'est totalement irrationnel, parce que tous les chasseurs de tête me disaient, mais c'est dingue, fais pas ça. Bon, à l'époque, j'étais donc PDG, j'avais été PDG d'Endemol France, DG d'Endemol Monde, présidente d'Euro Disney, et je dis, j'étais en train de faire un LBO dans les médias avec Charterhouse, et je dis, vous allez rire, je vais aller gagner des clopinettes à Bordeaux, mais j'arrête tout, parce que si je dis non, je le regretterai. Et donc, c'est ça, mon driver, c'est que je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir des regrets. Alain Juppé me le propose, je suis bordelaise, mon père est enterré à Bordeaux, ma sœur Evie, c'est mes seules racines. Ah, bien sûr. J'ai envie de faire de la politique depuis que je suis enfant, je pensais le faire très tard. Les bancos, j'y vais. Je reconnais que dans la vie, il faut aussi parfois bien réfléchir à ce qu'on fait, parce que je n'avais pas mesuré le 10e des conséquences du doigt je mettais le doigt dans un engrenage que je n'imaginais pas. Isabelle Benex. Chère Isabelle, une question pour Virginie Calmels. Alors on l'a vu tout à l'heure, mais les femmes, c'est quand même la moitié de la population active. C'est 25% dirigeantes en France. C'est plus de 47% d'administratifs dans les sociétés cotées ou les grandes sociétés à l'heure actuelle. Les chiffres datent de 2024. Et il y a une citation que vous connaissez forcément de Françoise Giroud qui dit « La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente ». Qu'en pensez-vous? Je pense que ça y est, on a dû gagner en égalité, parce que... Vous en voyez? Oui, j'en vois. Alors, j'en vois plus dans le monde politique que dans le monde économique. Je pense qu'on a la chance en entreprise, à un moment donné, d'avoir, entre guillemets, la sanction du résultat. On a délivré, on n'a pas délivré, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Aujourd'hui, je pense, il me semble, que ça reste quand même, pour beaucoup, une méritocratie, ou en tout cas, il y a des garde-fous qui font que vous ne retrouverez pas une femme à la tête de n'importe quelle entreprise si elle n'est pas capable d'assumer cette fonction. Et donc, il n'y a pas de femme incompétente encore, il me semble, à ces niveaux-là. En politique, en revanche, de par la parité, et même dans la composition à certains moments du gouvernement, vous voyez vraiment que parfois, il a fallu obtenir le quota, et ça s'est parfois fait un peu au forceps, je dirais. Voilà. Donc je pense que, en tout cas, l'évolution, Françoise Giroud, c'est déjà il y a quelques années, l'évolution est là. En tout cas, ce que j'espère, c'est que jamais des femmes incompétentes ne seront nommées simplement parce qu'elles sont femmes. Et c'est d'ailleurs notre combat en tant que femme. Moi, j'étais contre, comme vous, pour les quotas, parce que je n'avais peur, soit qu'on reproduise l'endogamie qu'on dénonçait, que ce soit toujours les mêmes, un peu... moi, je suis dans 4 boards de boîte côté, voilà, que ce soit toujours les mêmes femmes qui se retrouvent d'un conseil à un autre, soit aussi qu'on se dise, finalement, on va perdre en légitimité puisqu'on est nommé par une politique de quotas. Je reconnais comme vous que ça a été un très bel accélérateur.
je suis beaucoup plus sceptique sur les quotas dans les conseils, dans les COMEX, et dans les comités de direction, parce que moi, une fois encore, je pense qu'il faut lutter contre l'injustice. C'est aussi pour ça que j'ai fait de la politique, mais pas en créant des injustices encore plus flagrantes. Il y a certaines femmes qui disent on s'en fout, il y a eu tellement d'injustices pendant 50 ans, maintenant c'est notre tour. Ouais. Bah, moi non, je ne m'inscris pas là-dedans et ça me gêne de dire à un homme compétent ou. C'est pas ta place parce qu'on va mettre une femme. Exactement. Ça, c'est la limite de l'exercice. Voilà, on salue Françoise Giroud, grande patronne de l'Express et à l'impulsion de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française à l'époque, elle avait occupé le poste de secrétaire d'État à la condition féminine. Il nous reste très peu de temps. J'avais 2 questions avec des réponses courtes et puis je voudrais la réponse aussi de Léon. Quel rôle les leaders doivent jouer pour concilier innovation technologique, préservation du patrimoine industriel, artisanal? Vaste question, ça c'est Violaine. Et puis Lucie qui nous dit, avec votre trouble expérience publique-privée, comment est-ce que vous décrirez votre style de leadership aujourd'hui? On l'a un petit peu dit. Alors pour aller très vite sur la première partie, c'est évidemment aujourd'hui dans la tête, je dirais, de tout leader responsable de concilier la croissance de l'entreprise et je parlais de partage de la valeur tout à l'heure sur la dimension croissance plus très partagée par les entrepreneurs, mais il y a évidemment aussi toute la dimension RSE, durabilité. Aujourd'hui, de toute façon, vous le savez, les entreprises sont même notées par rapport à ce critère. Donc je dirais que même s'il n'y a pas la conviction, il y a de toute façon l'obligation à un moment donné de se soucier de ça. Ça, c'est pour la réponse à la première question. Et sur la deuxième question, quel est mon style de leadership aujourd'hui? Oui, je crois qu'on l'a un peu évoqué. Je dirais simplement, pour résumer, si je devais résumer mon rôle, et je le disais à mes équipes, en gros, moi, mon rôle, c'est de régler les problèmes. C'est au fond, et je disais, j'ai que des problèmes, en fait, moi, du matin au soir. Parce que le reste, je considère que pour le coup, dans l'organisation, il y a des personnes qui sont tout à fait aptes à prendre les décisions et à faire fonctionner les sujets. En revanche, ce que je disais à mes équipes, c'est par pitié, quand il y a un problème, quand il y a une erreur, quand il y a une grosse boulette, dites-le-moi. Surtout, vous me le dites, parce que c'est beaucoup plus facile de rectifier tout de suite. Et le pire du pire, c'est ceux qui veulent cacher une boulette et qui en font une 2 fois plus grosse derrière. Et là, vous ramez pour corriger. Donc, je pense que mon rôle, c'est résoudre des problèmes. Voilà. Léon, peut-être. Pour la première question, il faut concilier les 3 missions, c'est-à-dire le Chief Explorer Officer, c'est-à-dire, et pas Chief Executive Officer, c'est-à-dire, évidemment, Explorer, ça veut dire faire la création, l'innovation. Deuxième chose, délivrer la performance plurielle, c'est le Chief Excellence Officer. Troisième chose, c'est concilier aussi, justement, comment embarquer l'équipe, c'est Chief Energy Officer. Et maintenant, alors pour ma part aussi, je rejoins ce que dit évidemment Virginie, c'est d'être un leader authentique et donc résoudre les problèmes et aussi s'élever et faire grandir tous ensemble, toute l'équipe. Voilà, toute une équipe avec qui on a passé 1 heure autour de Virginie Calmel. C'est un moment privilégié que vous nous avez offert, que tu nous as offert, chère Virginie. Merci infiniment. Merci de cette invitation. Merci à toi, merci à Stéphane Fratacci, merci à Isabelle Benex, merci, cher Léon Lelouzain, d'être à l'initiative de cette émission. Je voudrais remercier toutes les équipes qui m'ont aidé avec leur passion, leur enthousiasme, leur leadership à organiser tout ça. Anaïs Ravé, Marianne Condé-Salazar, Sandrine Kiffer, Gueltas Joubin, Baptiste Gatien, toute la communauté ESCP Business School, vous qui nous avez regardés, et puis vous, les étudiantes et les étudiants ESCP qui êtes dans le studio juste à côté de nous. Je voudrais remercier les équipes de Make My Day, en particulier Ludivine, Eddy, Soufiane, Oriane, et puis je vous dis à très bientôt pour un 3e numéro de Leader at ESCP. Merci. Et puis Virginie, je voudrais, comme Pierre Gattaz qui nous avait laissé un petit mot, que tu puisses sur ce livre d'or, ce livre bleu, ESCP, laisser quelques mots avec ton écriture pour la communauté ESCP. Merci beaucoup, avec plaisir.